Merci Léa, retour de l'info sur Agora Côte d'Azur demain matin. Tout de suite, c'est naturellement que nous retrouvons et Gérard Piel reçoit ce soir Rémi Quinton, membre de l'association Départ, pour évoquer ensemble la nouvelle enquête publique sur la ligne nouvelle de la SNCF en région Sud, en région PACA. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Gérard Piel du MNLE 06, donc nous sommes accueillis dans les studios d'Agora Côte d'Azur comme chaque mois pour notre émission patronnée par la revue Naturellement. Aujourd'hui, exceptionnellement, Denis Laspeza ne sera pas parmi nous, mais il sera remplacé, je pense, de façon efficace par Rémi Quinton, avec qui je vais avoir une discussion concernant la ligne nouvelle dont vous savez qu'elle est aujourd'hui mise à l'enquête publique. Donc nous allons dans quelques instants, je vais poser des questions à Rémi. Rémi Quinton est le vice-président de l'association Départ, qui est une association régionale qui lutte pour le développement des transports ferroviaires. Avant cela, je voulais confirmer aux auditeurs que l'Assemblée générale du MNLE, qui avait été prévue en janvier, a été repoussé donc et aura lieu cette fois-ci le 19 février, le samedi 19 février, à partir de midi pour l'assemblée statutaire donc à Antibes, la salle du 8 mai, qui sera suivie par deux conférences débats, dont une d'ailleurs concernera la ligne nouvelle avec Rémi Quinton et Alain Patouillard, et l'autre concernera la gestion et le traitement des déchets dans les Alpes-Maritimes, à l'occasion de la fermeture des fours de l'usine d'incinération de Nice. Les gestionnaires ont un gros problème de gestion de ces déchets. Et donc, avec Émile Tornator, l'ancien maire du Broc, qui a créé à cette époque la déchetterie du Broc, et Denis Laspeza, qui travaille sur la question, la deuxième conférence débat aura lieu donc sur cette question des déchets. Enfin, notre Assemblée générale permettra aux gens qui viendront y participer de pouvoir acheter des thés de l'entreprise 1336, des livres, donc une braderie de livres d'occasion qui sera mise en place, ainsi qu'un stand du MNLE Provence-Alpes-Côte d'Azur, ainsi qu'une exposition sur l'eau qui s'intitule L'eau dans tous ses états. Voilà les quelques mots d'introduction. Maintenant, je vais donc passer à l'entretien avec Rémi Quinton. Donc Rémi, on voit bien par rapport à ce qui se passe actuellement avec le réchauffement climatique qui est lié aux émissions de gaz à effet de serre, des dizaines de milliers de morts par an qui sont causées par la pollution due aux particules fines, y compris en PACA où on est dans une région particulièrement frappée par la congestion, voire la thrombose routière. Il aura fallu, par exemple, la pandémie de la Covid pour qu'il y ait une accalmie de cette pollution. On voit bien aussi à travers la hausse du prix du baril de pétrole avec une pénurie mondiale de carburant dont nous sommes peut-être qu'au début, qu'on a besoin du développement des transports collectifs, en particulier du développement des transports collectifs ferrés. Alors, nous le disons, c'est une grosse partie de la solution. Pas forcément toute la solution, évidemment, mais une grosse partie et une priorité. Et dans ce département et dans la région, cette priorité est ignorée aujourd'hui par les responsables, par les décideurs. Donc le train peut fonctionner sans énergie fossile, et ça c'est le plus important. Le train est un transport collectif, sûr, en sécurité, un service public, et ça aussi c'est une vraie bataille face à cette région qui souhaite que privatiser les lignes des TER. Alors il y a en place depuis le 17 janvier une enquête publique. Elle se termine le 28 février, donc, et on attend des citoyens, des habitants de notre région qu'ils y participent. Cette enquête publique s'appelle Projet des phases 1 et 2, ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur. Très longtemps, cette ligne était la LGV, la ligne à grande vitesse. Aujourd'hui, cette ligne à grande vitesse a été abandonnée.
Et pourtant, depuis 2005, des réunions et des concertations ont existé, beaucoup de réunions et de concertations, pour aboutir aujourd'hui à cette nouvelle enquête publique sur une ligne qui ne sera pas rapide, mais qui permettra, en tout cas pour les déplacements quotidiens de tous les jours, d'avoir une amélioration dans la région. Donc Rémi Quinton, vice-président de l'association Départ, est au bout du fil. Il suit évidemment cette enquête publique. Il y participe avec l'association Départ et avec le MNLE, puisque nous sommes aussi partie prenante et en affichant une volonté pour que cette ligne soit enfin mise en place. Rémi, quel est le fond, que porte cette enquête publique donc sur la ligne nouvelle PACA, ces phases 1 et 2 qui nous ont déjà attiré des interpellations d'habitants, par exemple de la commune d'Oubiote, ou encore plus, alors que nous savons que cette ligne, que ces travaux n'ont rien à voir avec la création d'une nouvelle ligne. Que peux-tu en dire ? Oui, alors bonjour à tous. Effectivement, notre planète, hein, tu l'as dit, elle est confrontée à de gros défis climatiques, environnementaux et sanitaires, beaucoup de pollution. On a quand même aussi beaucoup besoin de se déplacer, et on sait que dans notre région, en plus de polluer, le système de transport il fonctionne mal, on se déplace mal, on a des bouchons. Pour les gens qui n'ont pas de voiture, c'est aussi des difficultés parce qu'il n'y a pas assez de transport collectif. Et donc pour ça, on a quand même un outil qui est le train, qui devrait être une partie, une solution pour nos déplacements, mais il n'est pas à la hauteur. Il y a eu des progrès dans le passé, il y a eu des reculs aussi, mais il n'est pas à la hauteur. Moi, je vais prendre des exemples tout bêtes, mais des gens qui prennent régulièrement le train sur la Côte d'Azur en heure de pointe, ils constatent bien qu'il y a un problème. Ils sont dans des trains, ils sont complètement serrés les uns avec les autres, ce qui en particulier en temps de Covid actuellement n'est pas le meilleur, mais bon, il y a une solution à ça, c'est qu'il faudrait davantage de trains. On a aussi des trains qui sont en retard, qui ont des problèmes d'irrégularité. Moi, je vous prends un exemple. La dernière fois que je suis allé de Nice à Grasse, normalement, c'est un trajet qui prend 1 heure confortable. Bon, là, ça m'a pris 3 heures. Et puis, on m'a demandé de changer de train à Cannes. On a aussi un problème de temps de parcours. Depuis notre département, quand on veut aller à Marseille, si vous voulez aller à Marseille et arriver avant 8 heures, que ce soit pour des études, une réunion de travail, etc., depuis Nice, il faut prendre le train à 5h30 du matin. Il faut vous lever à 4h30. Donc, il faut bien voir qu'à ce compte-là, il y a beaucoup de gens qui préfèrent prendre leur voiture. On pourrait prendre l'exemple d'un étudiant niçois qui étudie à Marseille et qui a sa famille à Nice, qui veut rentrer chez lui le week-end. S'il veut faire ça en train, en gros, il va se priver de son vendredi soir et de son dimanche soir. Donc, c'est pas terrible. Tout ça, c'est des problèmes. Ils sont connus depuis longtemps. Et donc, c'est pour ça que, il y a 20 ans, quasiment maintenant, il y a beaucoup de gens qui avaient conclu que face à ces problèmes, dont une partie est liée au fait qu'il y ait une seule et unique ligne de train entre Marseille et Vintimille, ils avaient conclu qu'il en fallait une seconde. Il fallait une deuxième ligne ferroviaire dans la région, et ça, c'était le projet de LG PACA, donc pour lequel il y avait eu un débat public en 2005. 2005, c'est il y a quasiment 20 ans. Malheureusement, on a une région qui est compliquée par sa géographie, qui s'est compliquée de plus en plus avec le temps par son urbanisation. Donc ça ne facilite pas le fait de construire une ligne de train. On a des élus qui n'ont pas forcément toujours été préoccupés par le ferroviaire. Je ne parle pas forcément de la région, mais d'autres collectivités. Et les débats sur la définition d'un tracé d'une deuxième ligne de train, ils se sont enlisés. C'est le plus compliqué qui a été choisi, parce qu'il a fallu faire plaisir à tous les élus. Personne ne veut du train, mais tout le monde veut qu'il passe par sa ville. C'est toujours un peu bizarre. Et du coup, quand on est rentré dans le concret de comment réaliser le tracé qui avait été décidé, il y a eu des contestations extrêmement violentes. Moi, je me souviens de réunions en 2011 qui ne pouvaient même pas se terminer, tellement tout le monde se hurlait dessus, quasiment. Et puis tout ça, ensuite, ça s'est aussi percuté au niveau national, parce que là, on parle pas d'un petit projet régional, là, on parle d'un projet national. Même si de notre région, on parle d'un projet national. Ça s'est heurté à une nouvelle doctrine au niveau national,
que moi je trouve très mauvaise, hein, que je trouve que les mouvements environnementaux devraient trouver très mauvaise, mais qui a été de dire, les grands projets, ça suffit. Bon, il y avait Sarkozy, il avait dit, maintenant l'environnement, ça suffit. Il y a Hollande derrière, il a dit les grands projets ferroviaires, ça suffit. Et puis même Macron, lui, en 2017, il a carrément dit ça, on fait une pause. Et s'il y a bien une promesse qu'il a tenue, c'est celle-là, parce que durant tout le mandat d'Emmanuel Macron, il n'y a eu aucune ligne ferroviaire qui ne se soit construite en France. Si tu permets, Rémi, Oui. l'abandon de la LGV, d'une deuxième ligne, est très dangereux pour notre région, parce que la ligne ferroviaire actuelle, elle passe quand même une grande partie en littoral. Et on sait qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique, dans ces menaces, il y a aussi la montée du rivage, de l'eau, de la mer. Et on a dans l'enquête publique, je crois, des cartes qui démontrent que, par exemple, entre Antibes et Villeneuve-Loubet, la voie ferrée est menacée à un horizon qui n'est plus un horizon très lointain, quoi, par cette montée de l'eau de mer. Donc une autre voie à l'intérieur des terres aurait été bien utile. Voilà, effectivement. Ça, on y reviendra peut-être. Alors après, la montée des eaux, c'est pas non plus la semaine prochaine. On parle quand même au horizon, on parle de siècles. Là, voilà. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que la deuxième ligne, ça va être une étape suivante. Pour l'instant, il faut déjà faire ces premières phases, donc ce qui s'appelle les phases 1 et 2, celles de l'enquête publique dont tu as parlé, parce que il faut quand même qu'on avance. Il n'y a pas que la montée des eaux, elle n'est pas non plus pour tout de suite, et en attendant, il faut quand même exploiter les outils dont on dispose. Ces phases 1 et 2, donc ce qui s'appelle toujours une ligne nouvelle, même si ça n'en est plus une, c'est une vingtaine d'opérations sur la ligne existante entre Marseille et Nice. Et quand vous regarderez la carte du projet, quand je dis ponctuel, c'est parce que vous voyez des points sur une carte. Vous ne voyez pas quand on parle d'une ligne, on aurait pu s'attendre à un trait, mais là, non, c'est des points. À l'exception de Marseille, où là, le projet de ligne nouvelle a été conservé. Donc, si je le dis autrement, ça veut dire que ce projet de LNPCA phase 1 et 2, c'est un peu comme un schéma directeur pour rendre une nouvelle la ligne existante, sur son tracé existante, et l'optimiser pour maximiser son usage. Parmi toutes ces opérations, ça va consister à déniveler les lignes entre elles, parce qu'il y a des lignes qui se croisent à niveau, donc il faut reconstruire certaines voies pour que une voie passe dessus une autre, passe dessous une autre. Ça consiste aussi à créer des terminus intermédiaires pour qu'il y ait enfin dans la région, autour des métropoles, des RER qui puissent circuler sur les mêmes voies que des trains qui, eux, des trains nationaux ou des trains régionaux qui vont d'un bout à l'autre de la ligne. Voilà, le but du projet de ligne nouvelle, c'est de parvenir à faire circuler tous ces trains-là et davantage de trains, mais sur la même ligne existante. Voilà. Donc, ce que tu nous dis, c'est qu'il n'y aura pas, comme l'ont agité quelques associations de propriétaires terriens, de travaux, par exemple à Sophia Antipolis, à Biot, etc. On est bien sur la ligne nouvelle, sur la ligne actuelle, des travaux ponctuels, que tu vas peut-être d'ailleurs nous donner les détails, en tout cas pour les Alpes-Maritimes. On n'est pas dans quelque chose de nouveau, au sens un tracé nouveau qui impacterait des propriétés, des communes, etc., etc. C'est exactement ça. Il n'y a pas de tracé nouveau. Voilà. On n'est que sur des opérations qui sont à côté de la ligne existante, sauf à Marseille. Donc les gens qui habitent à Biot, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Et je dirais même que quand on dit que c'est ponctuel, je vais y revenir plus tard, mais les seules opérations ponctuelles, elles sont à Cannes et elles sont à Nice. Donc sur le territoire de Antibes, de tout Sophia Antipolis, il n'y a aucun travaux ferroviaire qui est envisagé dans cette enquête publique. Il n'y aura que des trains en plus. Donc j'ai presque envie de dire, pour ce territoire-là, c'est que des avantages et c'est aucun inconvénient. Alors justement, on peut peut-être y venir. Hein. Une enquête publique, c'est quoi? Parce que peut-être tous les auditeurs ne savent pas. Mais c'est une procédure dans laquelle vous avez une commission qui est indépendante, donc indépendante de l'État, de la SNCF, donc avec des commissaires enquêteurs, ils sont une douzaine, je crois. Ils reçoivent un dossier d'un maître d'ouvrage
Donc là, le maître d'ouvrage, c'est SNCF Réseau pour son projet LNTCA phase 1 et 2. Et cette commission d'enquête, elle demande à la population, pendant 1 mois et demi, de mi-janvier à fin février, de s'exprimer sur le projet. Donc de lire le dossier, de s'exprimer. Et ensuite, cette commission, elle va produire un rapport et elle va tenter de répondre à une question. Est-ce que ce projet, qui a des conséquences négatives, parce que c'est des travaux, il y a quelques acquisitions foncières, mais toujours en bordure de voies ferrées. Donc ça, c'est des choses négatives en quelque sorte du projet. Est-ce que de l'autre côté, il y a des avantages qui justifient que si on fait la balance de tout, on puisse dire c'est d'utilité publique. Est-ce que ça a un intérêt collectif qui est suffisant pour compenser des inconvénients privés particuliers? Encore une fois, tu l'as dit, il n'y a pas de terrain privé sur toute une ligne nouvelle qui sont concernées. Voilà, et je dirais que ça c'est quelque chose qui est quand même un principe assez important dans notre démocratie, des droits de l'homme. Il y a l'article 17 des droits de l'homme, par exemple, qui dit « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. » Et en fait, voilà, une enquête publique, c'est la traduction concrète de cet article de la Déclaration des droits de l'homme. C'est aussi l'intérêt général contre l'intérêt particulier de quelques personnes, quoi. Alors, est-ce que tu peux, pour les Alpes-Maritimes, parce que l'objectif, si j'ai bien compris, c'est un TER toutes les 10 minutes entre Cannes et Menton, nous détailler les opérations qui vont se dérouler, si l'enquête publique, évidemment, reçoit un accueil positif. Agora Côte d'Azur. Ce qui est décrit, tout ça est décrit dans le dossier d'enquête publique. Il y a phase 1 et 2. Donc, pour les Alpes-Maritimes, la première phase, c'est une seule opération. C'est à Nice-Saint-Augustin, c'est de transformer la gare de Nice-Saint-Augustin, donc qui est aujourd'hui une gare TER, en une gare où les TGV peuvent s'arrêter. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dès cet été 2022, en dehors du projet, la gare de Nice-Saint-Augustin, elle va être décalée vers l'ouest pour être directement en correspondance avec le tram et une future gare routière. Et donc, le projet de ligne nouvelle, ça consiste à agrandir cette gare pour que les TGV puissent aussi s'y arrêter. Il faut savoir que les TGV, ça fait 400 mètres de long, alors que les TER, ça fait 220 mètres. Donc, il faut des quais qui sont plus longs. Et puis, cette nouvelle gare TGV, elle permettra aussi de recevoir plusieurs trains en même temps. C'est-à-dire que c'est pas juste 2 quais qui sont mis le long d'une ligne. En tout, il y aura 4 voies à quai pour qu'il y ait plusieurs trains en même temps. Ensuite, il y aura la deuxième phase, donc une deuxième vague d'opérations. Donc cette gare de Nice-Saint-Augustin, c'est dès 2027, la mise en service. Donc c'est quand même quelque chose qui a un horizon assez proche. Deuxième vague d'opérations, donc la deuxième phase, qui s'appelle la navette azuréenne, qui sera mise en service vers 2030-2032. Là, pour le coup, c'est 5 opérations, un petit peu étalées sur côté Nice et côté Cannes. Donc, côté Nice, il va y avoir pareil des nouvelles voies à quai en gare de Nice-Ville, donc au nord de la Verrière. Alors après, ça fait des opérations un peu successives, mais c'est-à-dire que comme ça va prendre de la place sur des faisceaux de voies où sont garés actuellement les TER, et comme des TER, il va falloir qu'il y en ait beaucoup plus, ça veut dire que la nuit, il faudra aussi en garer beaucoup plus. Donc il va y avoir un nouveau site de remisage des TER qui va se construire à Nice-Saint-Roch, entre le Technicentre et la ligne Verdreil. Donc ça, c'est la troisième opération. Ensuite, les autres opérations, elles sont côté Cannes. Donc, comme on a dit, il n'y a rien à Antibes, il n'y a rien à Biot. Côté Cannes, pareil, en gare de Cannes-Centre, il y a une 4e voie à quai qui doit être construite. Alors là, c'est donc un peu comme à Nice Aéroport. Sauf qu'à Cannes-Centre, c'est très compliqué, parce que les voyageurs, ils le savent bien, quand ils sont sous la gare, quand ils sont dans la gare, en fait, ils sont sous la route. Donc, il y a toute une sorte de viaduc routier qui est au-dessus de la gare qui doit pas être modifié parce que ce serait des travaux gigantesques sinon. Donc en fait, c'est toute la gare qui va être reprise. Donc c'est des travaux quand même assez conséquents. Et les techniciens de la SNCF, ils disent qu'ils ont fait une opération au chausse-pied en fait pour parvenir à faire rentrer 4 voies à quai là où aujourd'hui il n'y en a que 3. Et la 5e opération, c'est peut-être
la plus importante à mes yeux de l'association dans les Alpes-Maritimes, c'est ce qui s'appelle la dénivellation de la bifurcation Cannes-Grasse. Donc Cannes-Grasse, c'est une ligne qui est en antenne depuis la ligne Marseille-Vintimille. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que c'est pas une ligne qui est exploitée isolément. C'est-à-dire que quand vous partez de Grasse, en restant dans le même train, votre train il s'arrête pas au carrefour. Il ne s'arrête pas à la bifurcation, il va jusqu'à Cannes Centre et il continue jusqu'à Nice et Vintimille. Et ça, c'est très important parce qu'il y a 95% des usagers de cette ligne qui font ces trajets comme ça au-delà de la bifurcation. Et si on leur demandait de changer de train, ça les dégoûterait du train et ils prendraient plus le train. Donc c'est pas du tout ce qu'elle recherchait. Donc l'objectif, c'est que cette bifurcation, par contre, elle pose des problèmes d'exploitation ferroviaire. Aujourd'hui, quand vous avez un train qui doit aller de Cannes vers Grasse, en fait, il coupe la voie de circulation, il va rouler à contresens sur la voie qui, elle, va de Marseille vers Nice, donc ça oblige de stopper les trains dans l'autre sens. Il coupe la voie de circulation au train qui arrive dans l'autre sens. C'est un vrai bazar, et donc le projet de ligne nouvelle à cet endroit-là, c'est de reconstruire en tunnel sur plusieurs centaines de mètres la voie dans le sens Marseille-Vintimille. Donc la voie qui est au nord de la ligne, c'est la reconstruire en tunnel pour qu'elle passe par-dessous la bifurcation. Juste pour un petit rappel, parce que quand même, cette option avait été étudiée au moment de la création de l'ouverture de la ligne Cannes-Grasse, auquel j'ai participé en tant qu'élu, et on doit le retard qui a pris des années et des années à quelques élus du secteur qui évidemment ne voyaient pas d'un bon œil la réouverture de cette ligne, en particulier du côté du Canet, quoi. Et donc on peut remercier ces élus de tout ce retard qui a été pris et des difficultés supplémentaires qui se dressent aujourd'hui à ces travaux, puisque depuis évidemment il y a eu des constructions le long de la voie, etc., etc. Je pense que les riverains verront là aussi l'intérêt général passer avant quelques intérêts particuliers, mais je voulais seulement pointer la responsabilité de ces élus, je répète, essentiellement du Canet, qui à l'époque ont freiné et ont empêché les travaux de prendre en compte ce qui s'appelait, je crois, le saut de mouton ou C'est ça, oui. Voilà. Mais effectivement, après, ça montre aussi, c'est la politique du fait accompli, je dirais. Le fait d'avoir réussi, à rouvrir cette ligne, même dans des conditions un peu dégradées, a montré concrètement son utilité, ce que des gens ne voulaient pas voir. Et maintenant, elle est utile et plus personne ne voudrait renoncer à des lignes. Je dirais même certains élus du Canet qui ont des responsabilités au transport sont obligés de constater qu'il fallait le faire. Donc ils avaient en fait finalement un peu tort à l'époque. Après, à l'époque, c'était un saut de mouton qui était envisagé, c'est-à-dire c'était des travaux qui étaient en aérien. Là, les choses ont progressé. Maintenant, c'est quelque chose qui est en souterrain. Les riverains ne verront rien une fois les travaux finis des conséquences des travaux. Ce sera même mieux pour eux parce qu'aujourd'hui, des trains qui voient circuler sous leurs fenêtres, demain, la moitié de ces trains, ils passeront dans un tunnel, donc ils n'y verront rien. Et de surcroît, cette opération ne nécessite même pas d'expropriation privée, puisque tous les terrains appartiennent déjà à la ville de Cannes. Ils appartiennent déjà à la ville de Cannes, parce que la ville de Cannes, avant, sur ces terrains-là, elle avait pour projet de doubler la nationale, de faire une route. Donc finalement, ces terrains vont être récupérés par la SNCF à la ville de Cannes pour du train, et ça c'est quand même plutôt une bonne chose que les choses aient évolué dans ce sens-là. Donc après avoir évoqué les travaux sur les Alpes-Maritimes, on va peut-être faire une pause musicale et on reprendra dans un petit moment l'ensemble du dossier parce que ça ne se résout pas, aux quelques points que tu viens d'évoquer. Alors je dis à tout à l'heure aux auditeurs et vous voyez qu'il y a quand même un média qui évoque cette question de façon bien complète et on pourra retrouver Rémi le 19 février à Antibes au moment de l'Assemblée Générale du MNLE. À tout à l'heure.
La pause musicale vient de se terminer. Rémi Quinton est toujours au bout du fil. Gérard Piel, donc le MNLE 06, nous sommes toujours à Agora, Côte d'Azur, pour cette émission consacrée à la ligne nouvelle. Une émission qui fait vraiment le point sur l'enquête publique qui est consacrée à cette ligne qui va améliorer, à ces travaux qui vont améliorer les déplacements des habitants des Alpes-Maritimes et de la région sur le réseau ferroviaire de la SNCF. Donc Rémi, tu as évoqué tout à l'heure les quelques points les travaux qui vont avoir lieu dans le département. Est-ce que tu peux nous donner la totalité du contenu de cette enquête publique dont le projet principal se déroule quand même à Marseille, à la gare Saint-Charles? Voilà, donc effectivement, il y a une autre grosse opération du projet qui est dans les Bouches-du-Rhône, mais qui intéresse les Alpes-Maritimes. C'est quand même un projet régional et même national. Donc à l'autre bout de la région, c'est la traversée de Marseille. Et c'est quand même la partie la plus chère du projet. Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui la gare de Marseille-Saint-Charles, elle est en impasse. Et donc nos trains, quand je dis nos trains, c'est par exemple des TGV qui entre Nice et Lyon ou entre Nice et Paris, ils font demi-tour dans cette gare. Et donc je ne vais pas détailler, mais ça perd beaucoup de temps à faire ce demi-tour. Et il se trouve aussi qu'ils croisent toutes les autres lignes. Donc c'est un peu la pagaille pour faire des trains qui circulent entre Nice et Lyon ou entre Nice et Paris. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. En phase 2 du projet de ligne nouvelle, du coup, ce qu'il est prévu de faire, c'est une nouvelle gare à Marseille-Saint-Charles, traversante, c'est-à-dire que les trains ils vont arriver par un côté et ils vont repartir par l'autre côté sans faire demi-tour. Évidemment, tout ça, comme c'est en pleine zone urbaine, il ne s'agit pas de raser Marseille, tout ça étant souterrain, donc la nouvelle gare sera souterraine. Il y aura des tunnels de chaque côté de la gare pour rejoindre les deux lignes. D'un côté, la ligne qui va vers Lyon et Paris, et de l'autre côté, la ligne qui va vers Nice. Les deux lignes existantes. Pour Marseille, c'est un peu comme ici, ça leur permettra de beaucoup plus de TER sur chacune des lignes de l'étoile marseillaise. Et pour nous, l'intérêt, ça veut aussi dire que les trains qui desservent la Côte d'Azur, ils vont gagner 15 à 20 minutes, tout simplement parce que les TGV, ils vont s'arrêter que 3 minutes à Marseille, au lieu de parfois 20 minutes aujourd'hui. Donc c'est bénéfique aussi aux Alpes-Maritimes. Et ce qui est important, c'est pas seulement gagner du temps, c'est surtout que ça permettra davantage de trains nationaux à Nice et sur la Côte d'Azur, davantage de désenclavement de la Côte d'Azur. Aujourd'hui, il faut savoir que par jour, et c'était même avant le Covid, il n'y a que 7 trains nationaux à Nice. Donc c'est vraiment très très peu, et puis ça permet d'aller quasiment que à Paris. Alors là, il faut bien préciser que les travaux permettront techniquement de multiplier le nombre de dessertes et de trains nationaux y compris. Encore faut-il qu'il y ait une volonté de la SNCF de mettre les trains dans ces créneaux-là, quoi. Voilà. On pourra en mettre beaucoup plus, mais il y aura aussi la question de commerciale de mettre les trains à disposition des usagers sur ces créneaux. Effectivement, la question commerciale. Donc après, c'est avec SNCF Réseau, eux, ils font des calculs un peu prudents, mais même dans les calculs prudents, ils arrivent quand même à dire qu'ils vont quasiment doubler ou tripler la desserte. On pourrait arriver à 20 trains par jour nationaux, en plus de tous les TER. Potentiellement, ça pourrait même, avec de la volonté politique, je dirais même pas une volonté que commerciale, mais une volonté de service public, mettre encore davantage de trains. Il faut savoir, par exemple, les trains qui circulent entre Bordeaux et Marseille, c'est pas des trains commerciaux, c'est des trains de service public, c'est l'État qui est autorité organisatrice de ces trains. Et ces trains s'arrêtent aujourd'hui à Marseille. Ce serait quand même une question d'équité du territoire, que ces trains d'équilibre du territoire de ce qui s'appelle la transversale sud n'aillent pas que de Bordeaux à Marseille, mais qui viennent tous jusqu'à Nice. Il faudrait peut-être qu'il y ait une région qui soit responsable, comme est responsable la région de l'Occitanie, qui a pris vraiment à bras le corps la question des transports collectifs et du train, y compris sur la question tarifaire, puisque la gratuité est quand même beaucoup plus développée dans cette région que dans la nôtre. Malheureusement, nous n'avons pas les mêmes responsables politiques que l'Occitanie. Effectivement. Mais après, il y a, je redis, il y aura toujours le problème avec les phases 1 et 2, Marseille-Nice, ça se fera toujours en 2h40. Les trains, ils vont traverser plus rapidement Marseille,
Après, de Marseille à Nice, ils mettront toujours de 2h40. Ça, c'est peut-être, plus tard, une LGV qui pourra permettre de résoudre ça. Agora Côte d'Azur. Pour juste encore un mot, la gare de Marseille donc sera souterraine. La gare qui était prévue dans la ligne dans la LGV PACA du côté de Sophia Antipolis était aussi souterraine. On peut se poser la question quand on voit le montant, même si c'est des montants importants pour créer cette ligne nouvelle au niveau des finances et l'argent qui est dépensé aujourd'hui sur les autoroutes, pourquoi les gares autoroutières, les péages autoroutiers ne sont pas eux souterrains, quoi. Voilà, je mets en comparaison deux façons d'appréhender les déplacements. L'autoroute ou les enquêtes publiques pour l'élargissement de l'autoroute de la 8, en particulier dans la traversée du Var, n'ont pas été aussi importantes et longues que celles pour la ligne nouvelle. Donc il y a vraiment deux poids deux mesures actuellement. Alors que l'on sait très bien que le transport routier et autoroutier est un des acteurs forts de la pollution qui aujourd'hui pose un vrai problème à notre pays, à notre département. Effectivement. Peut-être un élément de réponse, c'est que les actionnaires d'Escota de Vinci, il est certain qu'ils ne voient pas un projet comme celui-là d'un bon œil, hein, parce que forcément, si les gens prennent davantage le train plutôt que la voiture, pour eux, c'est des péages en moins. Et malheureusement, depuis que les autoroutes sont privatisées, des péages en moins, c'est de leur point de vue des dividendes en moins pour les actionnaires. Après, voilà, si on veut résoudre ce problème-là, il faut faire ce projet. C'est un projet public, hein. Il faut investir. Son coût, il est quand même, il reste raisonnable. Quand on va dire le montant, ça peut effrayer, mais ça reste raisonnable. C'est 3,5 milliards d'euros. Donc on va dire pour le schéma directeur d'une ligne pour lesquels il n'y a pas eu d'investissement important depuis son électrification il y a très 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 longtemps. C'est pas la SNCF qui financera parce que la loi lui interdit d'investir. Ça, c'est quand même un point qui est assez particulier depuis les réformes Macron et la loi L'Homme, tout ça non, parce que c'est pas vraiment la priorité le ferroviaire, puisqu'on interdit, hein, la loi interdit à la SNCF d'investir dans les grands projets ferroviaires. Par contre, il y a eu un accord de financement qui est dans le dossier d'enquête publique et qui dit que l'État va financer sur ces 3,5 milliards d'euros 40%, l'Union européenne 20% et les collectivités 40%. Quand on dit les collectivités, ça veut dire la région de PACA, qui financera la plus grosse partie, les 3 départements littoraux, Bouches-du-Rhône, Var et Alpes-Maritimes, les 3 métropoles, Marseille, Toulon, Nice, et puis des agglomérations traversées. Et puis Antibes-Sophia s'est rajouté aussi à l'accord de financement. Pour relativiser quand même le poids du financement local, il faut se dire que si ça devait être payé en 10 ans par chaque habitant, ce qui ne sera pas le cas, hein, c'est pas le montage retenu, et si ça devait être payé en 10 ans par chaque habitant, ça représenterait 2,30 € par habitant par mois. Voilà, 2,30 €, c'est le prix, je dirais, pour pouvoir convenablement se déplacer dans une région. J'invite chacun à comparer ça, par exemple, à un abonnement Netflix qui parfois sert à s'abrutir. Ça reste relativement correct, je dirais. Collectivement, à l'échelle de toute la région, ça veut dire que ce serait 0,1% du PIB régional. Et on peut se demander, le PIB régional, si on peut plus se déplacer dans la région, le PIB régional, il va pas rester très longtemps. Alors, pour financer ça, les collectivités, qu'est-ce qu'elles ont prévu? Elles vont pas venir toquer à la porte de chacun et demander 2,30 € tous les mois, évidemment. Elles ont demandé et elles ont obtenu de l'État que soit créé un établissement public local, donc qui aura une fiscalité affectée pour pas augmenter directement les impôts des habitants, et des éléments de fiscalité qui sont encore en réflexion, mais il y aurait une toute petite part de la TICPE, la taxe sur les carburants, une taxe sur les bureaux qui pourrait éventuellement se construire et profiter du projet, et aussi il y a une réflexion sur la taxe de séjour, parce qu'effectivement cette ligne-là, elle servira aussi à des visiteurs pour venir, et donc il est normal que les visiteurs contribuent aussi au financement et pas que les habitants. Et par ailleurs, il me semble que même les habitants doivent contribuer, puisque aujourd'hui
les utilisateurs du train, eux, participent, mais ce sont ceux qui font peut-être le plus d'efforts pour ne pas polluer. Et donc, quand on se déplace tous les jours en voiture, ou alors qu'on pourrait utiliser le train, tant qu'à faire, autant qu'une petite partie de ces impôts servent à financer un équipement d'intérêt collectif et général, quoi. Complètement, je partage. Donc, on pourrait d'ores et déjà donner, parce que l'enquête publique, il y a un site internet qui la porte, où on peut voir l'ensemble de ces dossiers. Donc, c'est ligne nouvelle-provence-côte-d'azur.fr, et il y a un registre numérique où les gens peuvent déposer leurs messages. Donc, registre-numérique-fr LNPCA. Et donc là, les contributions sont les bienvenues. Pour notre part, nous proposerons le 19 février une pétition à signer pendant l'Assemblée générale du MNL 06. Elle sera en ligne aussi sur notre site, sur notre page Facebook du MNL 06. Est-ce que, Rémi, tu as d'autres choses à ajouter à ton intervention? Éventuellement, on peut compléter pour se projeter dans la suite, comme j'ai dit tout à l'heure, avec ce projet de phase 2 qu'il faut vraiment soutenir, parce que même si c'est pas la LGV pour lequel on s'était battu, c'est quand même un projet qui est très important. Mais on sera toujours sur Marseille-Nice, on sera toujours à 2h40 de train, ce qui fait qu'il y aura des gens dans le train, évidemment. Moi, personnellement, je prends toujours le train quasiment quand je vais à Marseille, mais il y aura toujours des gens qui préféreront la voiture parce que la voiture, c'est plus rapide. Et donc, cet objectif-là du projet, qui est de raccourcir le temps de parcours en train entre Nice et Marseille, c'est des phases ultérieures du projet qui y répondent, les phases 3 et 4, qui ne sont pas dans l'enquête publique, mais les gens ont le droit d'en parler, les gens ont le droit de parler de tout. Et ces phases 3 et 4, c'est en fait, cette fois-là, ce sera des vraies sections de lignes nouvelles, en site propre et distinctes de la ligne existante, même si ce ne sera pas vraiment à grande vitesse, ce sera quand même des sections de lignes nouvelles. La commission du débat public, elle a demandé qu'avant que les études reprennent, il y ait un nouveau débat public qui se tienne à nouveau, donc c'est comme le débat public de 2005, mais à nouveau finalement, pour continuer les études. Alors, pour notre association, c'est vrai que c'est dommage qu'on ait perdu beaucoup de temps, parce que pour rappel, ça fait 2 ans que la LGV aurait dû être mise en service et que pour l'instant, il n'y a encore rien. Maintenant, les débats sur la LGV, ils se sont tellement parfois mal passés, les choses se sont mal emmanchées, que ça peut être une bonne occasion de remettre les choses sur la table, de rebattre un peu les cartes. Et voilà. Ce qui est actuellement prévu dans ces phases 3 et 4, en phase 3, c'est une ligne nouvelle entre Cannes, Sofia et Nice, mais qui ne tient pas forcément compte pour l'instant de ce qu'on avait dit tout à l'heure, à savoir la submersion de la ligne littorale peut-être dans le siècle prochain. Et puis en phase 4, c'est 2 mini-LGV, alors d'une part entre Cannes-la-Boca et puis une nouvelle gare vers Le Muy dans l'Est-Var, et puis une ligne nouvelle entre Aubagne et Toulon. Entre les deux, rien du tout. Donc, pour nous, ces 3 sections qui sont restées à l'étude et qui sont même pas continues, c'est pas vraiment la panacée, ça prend pas vraiment en compte les problèmes, c'est même pas très efficace finalement pour gagner du temps, parce que il faudra encore réunir 12 milliards d'euros pour faire tout ça. Donc on voit bien déjà que pour réunir 3,5 milliards d'euros, c'était pas évident, donc 12 milliards, ce sera encore moins évident, et tout ça pour mettre encore quasiment 2 heures. Donc, pour nous, il faut porter autre chose. Ce qu'on porte à l'association Départ, c'est de se concentrer sur l'essentiel pour la suite de ce projet après les phases 1 et 2. Il y a des solutions pour gagner beaucoup plus de temps, quasiment 1 heure, entre Aubagne et les Arcs, si on acceptait de suivre un itinéraire plus direct. C'était ce que portaient des gens. C'est des projets des fois qui datent des années 70, et notamment en longeant la 8. Pour ça, il n'y aurait que 90 km de LGV à construire, sans traverser de zone urbaine dense, sans aucune gare nouvelle. Ça permettrait déjà de baisser à 1h30 les trajets Marseille-Nice. Le trajet Marseille-Toulon, lui, il serait accéléré sur un autre itinéraire pour dévier Aubagne. Tout ça, ce serait beaucoup moins cher, en gros 5 milliards d'euros. C'est du même ordre de grandeur que les phases 1 et 2,
c'est bien moins du double, quoi. Et sur le trajet Marseille-Nice, avec ses 90 km de LGV sans gare nouvelle. Ça voudrait dire qu'on continuerait à passer par les gares existantes, les Arcs, Saint-Raphaël, Cannes, Antibes, avec un aménagement du territoire autour qui est déjà fait et qui aiderait à densifier les villes plutôt que de recréer de nouvelles poches d'urbanisation. Pour nous, c'est important qu'il y ait des solutions qui puissent être rapidement mises en œuvre. On en parlait au début, mais le réchauffement climatique, il n'attend pas. Il est déjà là. Il ne faut pas qu'on ait des projets qui soient que à l'horizon 2050, parce que quand des gens ils vous disent 2050, en réalité ça veut dire jamais. Si c'est des projets à l'horizon 2050, ça veut dire qu'il y a des bétonneurs sur la Côte d'Azur, ils sont déjà là, ils sont aux aguets, et ils vont vouloir agrandir l'aéroport de Nice. Ça ne nous paraît pas une bonne idée. Il faut quand même que pour l'environnement, au moins les trajets intérieurs en France, ils puissent se faire en TGV et en train. Quand il faut 6 heures de train pour aller à Paris, c'est pas possible d'obliger les gens à prendre le train. Si un jour il ne fallait que 4h30, par exemple, la question pourrait se poser. Je dirais aussi pour le secteur aérien, ça reste quand même un secteur qui restera toujours polluant, et pourtant il faut une neutralité carbone. On nous parle souvent de l'avion à hydrogène, mais on nous parle rarement des conséquences que ça peut représenter. L'avion hydrogène, ça veut dire qu'il faudrait produire l'hydrogène pour remplacer le kérosène. Déjà, l'avion, il n'existe pas, mais l'hydrogène, il n'existe pas non plus. S'il fallait produire tout l'hydrogène des avions qui décollent de Nice dans les Alpes-Maritimes, en gros, ça veut quasiment dire recouvrir d'éoliennes toute la frange urbanisée, ou construire une centrale nucléaire dans les Alpes-Maritimes. Donc on voit qu'on parle de choses qui sont complètement impossibles. Le train, à côté de ça représente beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de surface. Et je dirais que là où il peut y avoir une articulation entre l'avion et le train, finalement, c'est dans la possibilité de financer des infrastructures ferroviaires. Les aéroports de Marseille et de Nice, c'est 25 millions de passagers par an. Mettons que les compagnies aériennes payent une compensation carbone pour les atterrissages et les décollages de 5 euros par passager, de 4 ou 5 euros par passager, et bien finalement, le projet de LGV dont on parlait, là, les 5 milliards d'euros, en 40 ans, ils sont là. Voilà comment concrètement le secteur aérien, il pourrait œuvrer à la neutralité carbone finalement. Ce que tu nous dis donc, c'est que plutôt que de continuer la concurrence entre les modes de déplacement, qu'ils soient l'avion, la voiture, donc l'autoroute et le train, il faudrait arriver à privilégier le mode de transport qui est le moins polluant, d'une part, qui est le plus sûr, d'autre part, et qui permettrait de déplacer beaucoup plus de monde donc en toute sécurité et de façon acceptable en termes de financement. Quant aux aéroports, on voit bien pourquoi les aéroports n'ont pas envie, par exemple, que la loi climat, qui, si je me rappelle bien, avait pointé le fait que les transports intérieurs en France ne devaient plus se faire en avion, mais bien par le train. Je crois que la loi climat, elle a été un peu amendée pour que sortir Nice de cette obligation. L'autoroute, on voit bien aujourd'hui que les gens, tu parlais tout à l'heure de 2 euros, je crois, pour financer les travaux par personne qui seraient à travers les impôts prélevés. Mais aujourd'hui, ce qui est prélevé à travers l'augmentation du carburant, c'est beaucoup plus important, et les gens, ils sont bien obligés de payer tout simplement pour pouvoir continuer à se déplacer avec leur véhicule. Donc les choix de société qui va s'opposer vraiment aux décideurs, mais plus largement à la population dans les années qui viennent, c'est le choix d'un mode de transport non polluant, collectif, le moins cher. Et dans ce cadre-là, ni l'avion ni l'autoroute ne sont concurrentiels. Donc je crois qu'on est bien là face à un vrai choix. L'association de départ le défend à sa façon, y compris sur les questions techniques où là je crois que vous tenez bien le créneau avec tout le travail que tu fais, toi Rémi, que fait Alain Patouillard, le président, et les membres de l'association. Et pour le MNLE
06 et le MNLE national, c'est aussi une priorité que l'on porte. Sinon, dans quelques années, je ne sais pas quand, mais dans quelques années, on aura beaucoup de personnes n'auront plus simplement les moyens de se déplacer. Et ceux qui pourront toujours se déplacer, c'est ceux qui ont beaucoup de moyens. Et cela, évidemment, que le train ne les concerne pas. Agora Côte d'Azur. Voilà, chers amis auditeurs, merci de votre écoute. Merci à Agora Côte d'Azur de nous avoir permis de nous exprimer de façon très complète sur cette question. Je vous donne rendez-vous donc le 19 février à la salle du 8 mai Antibes pour l'Assemblée Générale du MNLE. On continuera de parler de la ligne nouvelle, mais aussi des déchets qui sont un vrai problème pour notre département. Merci pour l'invitation, à bientôt. À bientôt. Votre rendez-vous à retrouver, à télécharger, à partager depuis notre site agoracôtedazur.fr.